Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. C'est très heureux de vous retrouver sur le site internet de la République des Pyrénées, mais également sur le site de sudouest.fr pour une série de rendez-vous qui vont venir compléter un déroulé rédactionnel que vous avez commencé à suivre depuis quelques heures maintenant sur la partie digitale et sur la partie papier. Ces conférences de l'immobilier vont nous permettre de donner la parole à des acteurs incontournables du domaine de l'immobilier autour de 3 thématiques. La première thématique, avant le week-end, concerne la dynamique du marché immobilier sur Pau et son agglomération. Donc bienvenue pour cette conférence de l'immobilier en mode hybride. Vous nous suivez sur les sites internet, mais il y a également dans la salle quelques 200 personnes qui assisteront à l'ensemble de ces 3 débats. Le premier a lieu aujourd'hui vendredi, le deuxième aura lieu lundi, et puis nous nous retrouverons en fin de semaine prochaine pour un 3e débat à partager ensemble. Vous voyez les thèmes de ces 3 débats apparaître à l'écran, ainsi que l'ensemble des partenaires qui vont animer ces différentes conférences. Voilà 2 ans qu'on le constate et qu'on le dit, le marché de l'immobilier sur Pau et plus largement d'ailleurs son agglomération semble avoir trouvé une dynamique. Il n'y a qu'à voir les chiffres d'ailleurs proposés, partagés par la Chambre des notaires qui recense chaque année, secteur par secteur, l'évolution des prix. Pour les appartements, par exemple, anciens, le prix du mètre carré a progressé de 10% sur un an. Pour les maisons, dans l'ancien également, c'est 14% d'augmentation sur une année simplement. Alors certes, on est encore loin des prix de la côte basque. En moyenne, c'est le double au mètre carré entre 2 types de produits quasi identiques. Mais cette tendance semble se confirmer depuis la pandémie, au moins pour son agglomération redeviennent attractives. Nous allons parler de cette dynamique avec autour de la table plusieurs invités à qui je donnerai la parole dans quelques instants. Le temps pour moi de présenter ceux qui vont animer cette première table ronde. À mes côtés, il y a Gabriel Blaise pour le journal Sud-Ouest. Bonjour mon cher Gabriel. Bonjour Eric et bonjour à tous. Très heureux de vous accueillir ici même. Vous habitez Pau et l'agglomération? Tout à fait. Dans un appartement ancien? Une maison. Vous venez de prendre ancienne? Ancienne. Vous venez de prendre 14%. Nicolas Robière. Bonjour. Vous habitez dans l'ancien, vous, au centre-ville de Pau. Dans l'ancien, au centre-ville, oui, ça progresse un peu moins. On est un peu déçus. Déçus, ne commencez pas. Depuis des années que nous animons ensemble ces conférences de l'immobilier, chaque année vous... de très bas. C'est ça, vous m'annoncez chaque année que vous attendez le bon moment pour vendre. Ça arrivera un jour. Oui, plus de 10%, c'est pas mal. Ouais. C'est bon, c'est pas mal. Cela dit, ce n'est pas pour ça que chaque année, les 3 quotidiens que vous représentez décident d'organiser ce temps fort, suivi, je le disais, en présentiel par quelques 200 personnes, en distanciel par beaucoup plus. Pourquoi c'est important pour vos 2 titres d'accorder une telle place à cette dynamique de l'immobilier ? Alors c'est sûr que ça n'est pas qu'uniquement pour l'enchérissement de bons appartements qu'on fait ça, sinon je le mettrai d'ailleurs dans le journal. On est plutôt là pour... ça fait au moins 6-7 ans que les quotidiens du Béarn se sont alliés finalement pour faire un point global sur l'immobilier chaque année. Chaque année on a plus de tables rondes finalement, plus de partenaires. Et finalement, plus de pages dans le supplément, puisque là, c'est un supplément de 12 pages qui vraiment qui est sorti donc ce jeudi dans nos éditions, que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur nos sites avec la diffusion, au gré des diffusions de ces conférences. Et ça donne vraiment un point global sur le marché. Je l'ai relu ce matin et c'est vrai que voilà, je pense que ça répond à peu près à toutes les questions que pourraient se poser nos lecteurs, les investisseurs, les vendeurs, les acheteurs qui veulent investir en Béarn. Alors, autour de la table pour cette première table ronde, nous allons accueillir Nelly Garrigou. Prenez le micro, je vous en prie. Vous êtes la responsable du comité ouvrier pour le logement, le COL, pour ces 3 lettres que l'on voit maintenant de plus en plus s'afficher d'ailleurs du côté de l'agglomération paloise et du centre-ville de Pau. En quelques mots, vous pouvez nous expliquer ce qu'est le COL? Bonjour. Allez-y, il va fonctionner, allez-y. Donc le COL, le comité ouvrier du logement, on est une coopérative HLM. Donc la famille des bailleurs sociaux. Nous sommes issus du mouvement des castors d'après-guerre sur Bayonne et nous rayonnons sur toute la région Nouvelle-Aquitaine avec notre siège à Anglet, 2 agences à Bordeaux et à Pau et une 3e agence qui est à Toulouse en Occitanie. À vos côtés se trouve Olivier Soubra, qui est le directeur général de la Béarnaise Habitat. Mais vous venez aujourd'hui avec 2 casquettes, mon cher Olivier, puisque vous allez parler également au nom de la SIAB. Alors autant la Béarnaise Habitat est très connue depuis des années et des années, des décennies.
Pardon? Pau Béarn Habitat. Pau Béarn Habitat, pardon, qui a pris la succession Béarn Habitat, justement, était connu depuis des années sous le nom de Béarn Habitat, et c'est maintenant Pau Béarn Habitat, bien entendu, mais c'est au nom de la SIAB que vous allez également nous parler ce matin. Expliquez-nous le lien entre les deux, justement, entre Pau Béarn Habitat et la SIAB, mon cher Olivier. Bon, bonjour à tous. Le lien, il est relativement simple. Pau Béarn Habitat est un organisme généraliste qui couvre beaucoup de besoins dans le domaine de l'immobilier, puisqu'on a un parc de 9000 logements locatifs. Très généraliste parce qu'on fait effectivement du logement familial classique, mais on fait aussi du logement pour étudiants, on fait des foyers pour jeunes travailleurs, des EHPAD, des commerces, des bureaux. Donc on intervient sur un domaine assez large, principalement sur Pau et l'agglomération. Et il y a plus d'une dizaine d'années, on a souhaité répondre aux besoins de la ville de Pau qui cherchait un interlocuteur pour piloter son programme de revitalisation du centre-ville. Donc on a créé une filiale avec la CEPA, une autre société d'économie mixte sur Pau, à 50-50, pour piloter ce projet de revitalisation, traiter l'habitat insalubre, s'occuper de la redynamisation commerciale, faire des études d'îlots, donc avoir un objet très large sur ce centre-ville qui posait un certain nombre de problèmes. Et donc voilà, donc Pau Béarn Habitat, organisme généraliste, et filiale dédiée pour le centre-ville, la SIAB. Merci beaucoup. Florence Bourdin, vous êtes directrice marketing, immobilier, technologie au Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, mais vous êtes là également pour intervenir avec une autre casquette qui fait partie de la grande famille du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, la casquette Square Habitat, une filiale immobilière de la Banque Verte, avec une actualité, je crois, qui montre bien à quel point il va y avoir encore plus de synergie entre les uns et les autres chez vous. Oui, bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Donc effectivement, une actualité forte puisque nous avons décidé d'amplifier très significativement notre rôle sur le marché de l'immobilier. Donc déjà sur la partie financement, on est un acteur majeur puisque nous finançons 4 projets sur 10 avec 40% de part de marché, une croissance très dynamique l'année dernière de près de 15%. Mais particulièrement, on a décidé d'amplifier cette approche immobilière avec Square Habitat pour finalement proposer à nos clients de fournir l'ensemble des services sur leur projet immobilier, donc en passant par le financement bien sûr, mais aussi la capacité à leur proposer un accompagnement sur les transactions, sur la vente de neuf, sur la gestion locative, et puis bien sûr sur le syndic, Square Habitat étant un acteur majeur avec près de 45 000 lots sur nos territoires, et puis 28 agences, donc une synergie importante au cœur même de nos agences qu'on est en train d'organiser, et donc on espère que ces synergies croisées vont nous amener beaucoup d'activités et au service bien sûr de nos clients et de nos territoires. Alors, ce qui est intéressant dans ce tour de table, c'est qu'il y a à la fois des habitués de ces conférences de l'immobilier et puis des acteurs de toute taille, de tous horizons. Nous accueillons Émile Schmitt, vous êtes directeur de l'agence ERA de Pau. Vous allez présenter cette agence, ce qu'est ERA en quelques mots. Vous nous rejoignez pour la première fois dans ce tour de table. Alors, c'est l'occasion de faire plus ample connaissance avec ce qui se cache derrière ces 3 lettres, ERA. Allez-y. Très bien, déjà, bonjour à tous et merci de m'accueillir du coup parmi vous pour cette année. ERA Immobilier, c'est un réseau international d'agences immobilières qui a vu le jour aux États-Unis en 1972 exactement, donc c'est les 50 ans du réseau là cette année. Et en France, c'est un réseau qui existe depuis quasiment 30 ans. On fêtera notre anniversaire français l'année prochaine. À Pau, j'ai eu l'opportunité d'ouvrir l'agence ERA Immobilier qui est sur l'avenue du Général de Gaulle il y a un tout petit peu plus de 3 ans, c'était à la fin de l'année 2018. Une agence qui était spécialisée sur la transaction uniquement au moment de l'ouverture, donc l'achat, la vente, l'investissement, et qui maintenant, pour pouvoir accompagner nos clients à 360 degrés, propose aussi un service de location et de gestion locative. Vous aurez l'occasion d'y revenir, je pense, dans le questionnement qui va démarrer sans plus tarder. Gabriel, ils sont à vous. Oui, Eric, vous l'avez dit, Pau connaît une certaine attractivité depuis 2 ans au moins. Moi, j'aurais une question à partager avec l'ensemble des interlocuteurs. C'est peut-être, est-ce que cette attractivité n'est pas seulement celle d'une ville moyenne, normale à l'heure qu'il est? En quoi Pau a une particularité? Peut-être, Eric Schmitt, pouvez-vous nous dire, par rapport à l'ensemble justement des agences qu'ERA peut avoir sur l'ensemble de l'Hexagone, en quoi Pau se distingue? Alors, effectivement, depuis la pandémie et les suites des confinements, etc., on a constaté une baisse de l'activité sur les grandes villes, notamment sur Paris, où le marché a pas mal baissé, où les ventes ont beaucoup reculé. Et on constate sur l'ensemble des villes moyennes
un dynamisme plus fort qu'auparavant. Surtout dans les villes comme par exemple celle de Pau, où on va avoir une qualité de vie, où on va avoir une certaine qualité de vie, un certain confort au niveau du déplacement, de la mobilité, des loisirs, etc., des activités, tout en gardant aussi les capacités d'une grande ville en termes numériques, digital, etc. Donc on voit sur le réseau ERA Immobilier en France que dans les grandes villes, on a effectivement un recul, et dans les villes moyennes, globalement, on a une forte attractivité. Sur le secteur de Pau purement et sur son agglomération, l'attractivité, je pense qu'elle est démultipliée par tout ce qui est mis en place. Donc on connaît, que je ne vais pas forcément récapituler, mais par les services des mairies ou de l'intercommunalité pour développer tous les points dont je viens de vous parler. Florence Burdin, vous constatez aussi ce... Oui, on l'a constaté en 2021. Je disais, sur la partie financement, c'est près de 12% de croissance, exactement, 1,6 milliard de production. C'est un niveau record qu'on n'a jamais atteint, donc il est le reflet quand même de cette dynamique de marché. Et au niveau de la filiale Square Habitat, c'est pareil, on a une croissance de transactions, on a fait plus de 800 transactions, en croissance de 25 à 30%, avec des augmentations de prix qu'on a déjà partagées. Et donc aujourd'hui, très clairement, au niveau financier et agence immobilière, on constate cette dynamique. Je pense qu'elle est le fruit, au-delà de l'attractivité, etc., de nouveaux modes de location et de choix de vie. Le télétravail aujourd'hui permet de transposer, de transporter finalement des familles entières, là où aujourd'hui, jusqu'à maintenant, ce n'était pas possible. On restait dans des bassins d'emploi très significatifs comme les grandes agglomérations. L'émergence et la généralisation du télétravail de façon durable va durablement, pour moi, accroître l'attractivité de l'agglomération paloise. Olivier Subra, c'est votre jardin, Pau et l'Agglo, et vous connaissez depuis très longtemps. Est-ce que vous considérez que 2021-2022 est une année exceptionnelle et ensuite sont des années exceptionnelles? Et ensuite, est-ce que vous considérez que Pau tire plus son épingle du jeu que d'autres villes moyennes qu'on pourrait comparer? J'en ai pas forcément en tête, mais... Alors oui, on sort de 3 années exceptionnelles au niveau de l'immobilier, vous l'avez dit. On dépasse le million de transactions, chose qui n'était jamais arrivée en France depuis plus de dizaines et des dizaines d'années, donc c'est plutôt bien. Je pense que Pau tire mieux son épingle du jeu pour plusieurs raisons. Première raison, c'est Pau a vu disparaître le dispositif Pinel. Il y a quelques années où il y a beaucoup d'acheteurs, effectivement, qui achetaient des biens sans jamais venir sur Pau. Vous pouvez nous rappeler en quoi il consiste, même si, c'est un procédé de défiscalisation qui est ensuite réparti sur plusieurs zones en France. Donc il y a des dispositifs qui font qu'effectivement, quand on loue son appartement, on peut défiscaliser ensuite les produits de la location. Donc ce dispositif-là ayant été supprimé pour la zone de l'agglomération de Pau, du coup on assiste quand même au fait que ça assainit un petit peu le marché, c'est-à-dire que les gens qui achètent un appartement, d'abord c'est pour y vivre, ou pour le louer dans un premier temps et y vivre pour la retraite ensuite. Donc on a au niveau qualitatif, on arrive quand même à avoir des produits qui changent effectivement de ce qu'on pouvait voir avant. Je pense que l'atout de Pau aussi, on ne va pas refaire tous les atouts de la ville, le cadre de vie, effectivement, tout ce qu'on peut trouver au niveau des voies de circulation, le TGV, l'aéroport, tout ce qui peut être attractif aussi pour les gens qui cherchent une ville moyenne mais très bien raccordée aussi. Je pense que c'est une dynamique collective. L'impulsion est donnée par la collectivité. On l'a vu dernièrement avec des investissements importants. Je prends l'exemple par exemple des Halles, qui était un quartier en déshérence. Le fait que la collectivité investisse dans un équipement public profite au reste de la zone. On voit bien que tous les immeubles qui sont autour, et même si on trace un cercle bien après les Halles, on voit que ça a profité à l'ensemble effectivement de l'immobilier qu'il y a autour. Du coup, il y a une impulsion qui est donnée au niveau des collectivités. Et derrière, nous tous, les promoteurs, la SIAB, les agents immobiliers, les banquiers qui font les prix derrière, tirent ensuite le marché vers le haut. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que la collectivité donne le là de tout ce qui peut se passer sur le centre-ville, investit beaucoup. On a aussi en devenir le quartier du Foirail, qui, je pense, va transformer aussi ce quartier comme les Halles ont été transformées. Donc, il y a plusieurs quartiers comme ça qui vont tirer leur épingle du jeu pour faire venir effectivement les gens en centre-ville. C'est aussi le but, quoi. Donc, Pau a des outils vraiment, pour moi, très spécifiques. Alors, on y reviendra, mais en plus, vous avez, entre le Foirail et les Halles, vous avez même un projet. C'est de l'immobilier, on va dire, de bureaux, de commerce. C'est pas de l'immobilier d'habitation.
En revanche, je lisais dans le supplément, vous confiez que, en fait, c'est le fameux passage derrière la médiathèque, je ne sais pas s'il a un nom d'ailleurs. Passage Carnot ? Oui, le passage Carnot, voilà. Où vous allez installer des artisans d'art. Et je lisais que vous avez finalement 2 à 3 fois plus de candidats que de places pour l'instant, c'est ça? Oui, la commercialisation a démarré, ça fait un petit peu plus d'1 mois maintenant. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui se positionnent. L'idée, ce n'est pas de faire une galerie commerciale classique, mais plutôt dédiée, vous l'avez dit, au métier d'art. Je pense que le passage Carnot, il faut le voir à plus grande échelle aussi. C'est aussi la transformation de cet îlot central, puisque l'école Henri IV va voir son entrée qui va se faire par le passage Carnot. Il y a la cité judiciaire qui va être mise en service aussi, qui est située juste à côté de la médiathèque, donc dans un bâtiment très, très qualitatif. Et l'aménagement de cet îlot vert aussi par la ville au milieu. Donc le passage Carnot, c'est une entrée sur cet îlot qui va être rénové, mais qui est très bien situé sur cet axe Foirail-Halle, évidemment. Donc ça booste encore plus aussi l'activité du centre-ville. Et puis vous avez un autre projet qui n'est pas le centre-ville, mais on y reviendra. C'est le quartier Saragosse et ses réhabilitations. C'est énorme, mais vous ne faites pas que ça. On en reparlera. Nelly Garrigou, simplement, votre vision du marché de Pau. Le col n'était pas historiquement implanté à Pau, c'est installé. Maintenant, qu'est-ce qui vous intéresse dans Pau, en fait? Alors effectivement, je partage complètement ce qui a été dit autour de cette table. Du coup, je vais surtout illustrer. Alors c'est vrai qu'on est acteur en accession sociale à la propriété depuis une dizaine d'années, avec un rythme de production de 60 logements par an. Et aujourd'hui, en termes de commercialisation, et ce depuis 2 ans, on a vu cet accroissement du rythme de commercialisation. Et aujourd'hui, parmi toutes nos opérations, une seule étant... On a des logements que sur une des opérations, alors que certaines sont toujours en travaux, quoi. Donc c'est vrai que la demande est supérieure. Nous sommes sur une ville qui est très attractive et nous le voyons tous les jours dans nos chiffres. Et la demande pour quel type de logement? Tout part aussi vite parce que donc, c'est la spécificité de l'accession sociale, mais sur les types de biens, sur la taille des biens? Sur la taille des biens, ces dernières années, nous les avons augmentés. Nous faisons plus de T4 et T5 aujourd'hui dans nos opérations. C'est vrai que ces dernières années, on était plus sur des petits logements où la commercialisation se faisait très facilement. Aujourd'hui, le produit T4 et T5 pour accueillir les familles est aussi attractif. Et c'est une des premières demandes. Donc on est très heureux, nous, de pouvoir accueillir les familles au centre-ville de Pau et dans toute l'agglo. Oui, c'est une petite musique qui revient assez régulièrement. Le manque de grandes surfaces. Est-ce que vous nous confirmez ça, Eric Schmitt? Oui. D'un point de vue global, on a de plus en plus de mal à répondre à la demande. On a de plus en plus d'acquéreurs depuis les 2-3 dernières années, notamment parce que les taux d'intérêt sont extrêmement bas, etc. Je pense qu'on aura l'opportunité d'en reparler. Donc on a énormément d'acquéreurs, mais on n'a pas forcément un nombre de vendeurs qui est croissant. Effectivement, on constate qu'on a des demandes. On a 2 catégories de demandes selon moi sur Pau. J'ai regardé ce matin, on a à l'agence Serra 995 fiches acquéreurs qualifiés qui sont enregistrés. Vous avez révisé vos fiches, c'est bien. Ouais, je révise très, très souvent. Et sur ces 995 fiches, j'ai à peu près 40% d'investisseurs, 60% en résidence principale pratiquement. Sur la résidence principale, j'ai 2 catégories majeures. L'accession à la propriété, où on va avoir plutôt des jeunes ou des jeunes couples qui vont rechercher de l'appartement, T3. Mais la grande majorité de mes acquéreurs recherchent effectivement des surfaces assez grandes pour pouvoir y vivre avec leur famille, etc. Oui, tout à fait. Alors on s'en souvient, moi je me souviens de vœux de François Bayrou, vous savez à l'époque on faisait les vœux en présentiel, j'espère que ça va revenir, où il nous avait dessiné un peu ce qu'il voulait de cette ville en disant je veux une ville où les enfants jouent au foot dans la rue. En gros, il voulait ramener les familles dans Pau et dans le centre-ville. Olivier Subra, et je vous poserai la question ensuite à Florence Burdin, est-ce que finalement on n'est pas à un moment où manque ce genre de logements familiaux dans Pau, et ensuite on parlera de l'agglo? Oui, complètement. C'est-à-dire que quand on regarde un petit peu les annonces dans les agences, ou quand on va sur Internet, on voit très vite que les logements, les appartements de plus de 100 mètres carrés, c'est 15% de l'offre. Donc c'est très très réduit. Effectivement, il y a très très peu de programmes qui dépassent 100 mètres carrés. Je parle en appartement. Effectivement, les villas, c'est autre chose. Il y a
peut-être un peu plus d'offres au niveau de la surface, mais les appartements, c'est très limité. Donc oui, et il faut que nous, on puisse montrer l'exemple dans nos programmes d'accession à la propriété, notamment en centre-ville, pour construire des logements plus grands. Parce que si on ne construit pas de logements plus grands, ben on est sûr de ne jamais accueillir de familles. Donc il faut montrer aussi l'exemple et puis entraîner aussi les promoteurs derrière pour dire, à partir du moment, et on l'a vu sur nos 2 dernières opérations de promotion que nous avons fait en centre-ville, où on a construit plutôt des grands logements, mais ils sont très bien partis. Et ce sont des familles qui se sont installées. Donc il faut que ce type d'opération puisse être dupliqué, évidemment. Donc nous, on peut montrer l'exemple. Et puis derrière, voilà, il y a un marché. Mais par contre, ça veut dire que derrière, si on construit des grands logements, pour accueillir les familles, il faut des prestations, il faut du parking qui va bien, il faut des grandes terrasses, il faut aussi des atouts dans un appartement quand on construit. Donc il faut aussi penser à tout ça. Et voilà, donc ça modifie un peu la manière de construire pour nous. Si on veut des grands logements, il faut aussi que les prestations suivent pour les accueillir, sinon ça ne marchera pas. Florence Burdin, vous avez ce constat également? Oui, alors après, c'est vrai qu'aujourd'hui, je partage le fait que ces biens sont assez rares. Donc, ce qui est sûr, c'est que la demande, elle est très supérieure à l'offre. Donc, nous, notre action qu'on peut imaginer, parce que au-delà des synergies dont on a parlé avec Square Habitat, on est d'abord une banque et on souhaite développer vraiment l'immobilier de façon très forte dans notre activité, finalement en faire le 3e métier de notre groupe. Et pour ça, ça veut dire investir très significativement dans les programmes immobiliers aux côtés de nos partenaires, dont Olivier, mais pas que. On a aussi une société de promotion immobilière qui s'appelle Alternative Foncière et on travaille avec d'autres acteurs de la promotion et en particulier justement sur ces segments d'offres qui sont très attendus. Alors on parle des grands logements, mais on peut aussi parler des logements seniors qui sont très attendus, donc des logements de co-living pour les jeunes, de l'accession à la propriété pour des jeunes qui sont sur des zones tendues. Et ça va être un enjeu majeur de Crédit Agricole sur les prochaines années et c'est parfaitement en adhérence avec notre positionnement d'utilité au territoire et d'accompagner cette transition immobilière et de logement. Donc oui, définitivement pour les logements pour accueillir des familles en centre-ville, mais pas que. Ça traitera pour nous de l'ensemble des segments d'offres qu'il va falloir mettre en place sur notre marché de l'agglo du Béarn et de Pau, mais plus globalement sur nos 3 territoires. Et il y a la question du type de logement et évidemment de la localisation également. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose à l'échelle de l'agglo, des différences évidemment d'attractivité, mais peut-être dues aussi au type de logement. Tout simplement, plus on s'éloigne, plus les surfaces grandissent. Est-ce qu'il y a quelque chose de mathématique dans la demande là-dedans? Eric Schmitt, est-ce que la demande est la même dans la première couronne, la deuxième? Absolument pas. Et effectivement, plus on va s'éloigner de Pau, mais c'est un peu un phénomène qu'on voit un peu partout sur le territoire, plus je m'éloigne du secteur le plus recherché, plus le prix va avoir tendance à baisser. Moi-même, j'ai fait une acquisition il y a un peu plus d'1 an en résidence principale à 25 minutes de Pau. Alors, il y a un problème qui intervient depuis le début de l'année, c'est que le gasoil est à 2 €. Et donc le problème, à 2 € du litre. Et donc le problème, c'est que est-ce que ça va pouvoir durer? Est-ce qu'on va pouvoir habiter plus loin sous prétexte que le prix de l'immobilier est un peu plus bas, alors que finalement le prix du transport qui va me permettre d'aller travailler, d'amener mes enfants à l'école ou autre, est en train d'augmenter. Ça, c'est vrai qu'il va falloir voir si ça se confirme, quoi. C'est un espèce de paradoxe du marché que signale d'ailleurs le directeur de Square Habitat, Florence Burdin. C'est que la pandémie a donné des envies de campagne aux futurs acquéreurs et la guerre en Ukraine et le renchérissement des carburants repoussent certains vers les villes à proximité du travail. Alors comment il va se régler? Je vous demande un peu de prospective. Comment va se régler ce paradoxe du marché de l'immobilier? Alors bon, déjà si on revient sur les tendances macroéconomiques, je vais prendre ma casquette de bancaire, c'est clair qu'aujourd'hui, vous l'avez bien compris, depuis le début de l'année, on fait face à une inflation record qu'on n'a pas connue depuis de très nombreuses années. Donc à fin avril 2022, là, on est en cumul depuis le début de l'année à une inflation de 4,5%. D'accord, alors qu'on a toujours été sur la fin de l'année plutôt à 0,9, 1. La croissance du premier trimestre est à 0%, alors que je rappelle qu'en cumul fin d'année dernière, on était à 7% de croissance par l'effet de la reprise
de la dynamique de croissance post-pandémie. Donc très clairement aujourd'hui, on est confronté à une remontée des taux. Alors pour ceux qui suivent un peu l'économie internationale, Jérôme Powell, le directeur de la Fed hier, a annoncé l'augmentation des taux directeurs de 50 points de base, donc 50 centimes, ce qui est très significatif, peu connu depuis des décennies. Et donc en France, aujourd'hui, on voit que la BCE, en tout cas, par sa tutelle, augmente aussi progressivement les taux directeurs. On a une échéance en juillet. Il faut savoir que depuis le début de l'année, c'est presque 100 points de base. Donc nous, en tant que banquiers du territoire, on essaie d'accompagner vraiment tous nos clients et on essaie de procéder à des augmentations de taux très progressives. Donc là où le marché a augmenté de 100 points de base, on n'a augmenté que de 50 points de base parce que justement, on tente de compenser un peu ces effets d'inflation et de permettre encore à nos clients d'accéder à la propriété. Et on aura quand même le chemin de la vérité aux alentours de cet été pour voir si cette inflation elle est transitoire, auquel cas, je pense qu'entre 6 mois et 1 an, elle sera stabilisée, ou si elle est durable et que là, la machine s'emballe, et là, on aura effectivement des impacts très significatifs et durablement sur les taux. Nelly Garrigou, vous avez peut-être un moyen de contourner ces augmentations de taux peut-être à venir. On parle du dispositif de bail social solidaire. Un bail réel solidaire. Bail réel solidaire. Vous pouvez nous l'expliquer ? Alors, ce n'est pas un moyen de contourner. On ne peut pas contourner les taux. Le COL cherche toujours en fait, des moyens de pouvoir offrir des logements qui soient conformes en fait, aux revenus de ses clients. Et donc, nous sommes donc dans les innovations sociales, dont le bail réel solidaire et également la société civile immobilière d'accession progressive à la propriété. Alors, pour revenir sur le premier dispositif, c'est une dissociation du foncier et du bâti. Les occupants achètent le bâti, la boîte logement, et locataires du foncier. Donc, nous n'avons pas inventé le système, il existe dans les États anglo-saxons depuis très longtemps. Donc, nous l'avons juste transposé sur le territoire. Ça permet effectivement de baisser le prix du logement et la partie foncière. Donc, c'est un loyer sur un prêt qui est très long, à 60 ans, prêt Gaïa distribué par la Banque des Territoires. Et cela permet effectivement de baisser le prix et du coup compenser, comme vous le dites, peut-être l'augmentation du taux d'intérêt. Vous avez plusieurs projets sous ce format-là. Et est-ce que vous allez en développer, notamment sur Pau et l'Aglo ? Oui, tout à fait. Nous avons actuellement deux projets sous ce format. Donc une opération à Lens de 14 maisons qui va être livrée la semaine prochaine et qui est totalement commercialisée. Et une opération de 39 logements sur un îlot de restructuration, l'îlot Carrero Bonado, qui se situe à 2 pas d'ici. Un gros morceau, on voit bien l'emprise que ça représente. Oui. Et donc là, pour revenir sur les premiers propos d'Olivier, effectivement, là, c'est vraiment un concours. C'est à la fois la SIAB qui était propriétaire, la ville qui était propriétaire. Il y avait également un propriétaire foncier. Enfin, au niveau maîtrise foncière, la ville et la SIAB avaient fait énormément de travail depuis quelques années. Nous sommes l'opérateur pour cette opération et c'est un magnifique emplacement. Et au niveau commercial, effectivement, nous avons développé donc des grands logements sous ce format BRS. Ce dispositif ne pose aucune question, alors que le français est quand même propriétaire du sol. La propriété du sol est quand même une valeur importante. Et quand on offre des logements avec des prix attractifs et avec les prestations, une qualité d'usage du logement, il n'y a aucune barrière en fait à ce dispositif d'achat. Vous pouvez nous préciser combien de logements et sur quelle surface ? Nous avons 39 logements qui vont du T2 au T5. Nous avons développé plus de 2600 m² de surface habitable, donc avec un parking en sous-sol, un très grand jardin de pleine terre qui ressemble en fait au jardin de nos grands-parents. Les parents pourront voir de leur loggia les enfants jouer dans
dans ce jardin avec des petits cheminements pour les vélos. Enfin, tout a été effectivement pensé pour attirer les familles. Et livraison prévue ? Livraison prévue 2024, début 2024. On a parlé de Pau, pas trop de l'agglo. Olivier Subra, vous avez une vision d'ensemble, Pau et agglo finalement, avec Pau Béarn Habitat. Est-ce que vous voyez des différences fondamentales entre Pau et les communes qui l'entourent? Est-ce que ce n'est pas les mêmes enjeux? Est-ce que ce sont les mêmes enjeux? Est-ce que les familles, finalement, recherchent du centre-ville de Pau et pas forcément de l'agglo? Ou est-ce que finalement, on a à peu près le même paysage? Maintenant, on est sur une politique communautaire en ce qui concerne le logement. Hein, donc, c'est confortable parce que ça permet d'avoir une vision quand même sur les 31 communes de l'agglo. 160 000 habitants, c'est quand même pas rien. Donc, c'est vrai que cette politique de l'habitat, elle est très cadrée, très déterminée et c'est très bien. Ça évite effectivement aussi d'avoir des afflux d'opérations de promoteurs en neuf un peu partout sur l'agglo sans concertation. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne chose que l'agglo maîtrise un peu ce qui se fait aussi sur les communes. C'est plutôt bien. L'idée pour Pau Béarn Habitat, c'est d'investir aussi dans les communes qui sont en déficit loi SRU, c'est-à-dire qui n'ont pas assez de logements sociaux. Donc il y en a encore 3 ou 4 sur l'agglomération de Pau, qui sont ce qu'on appelle carencés, c'est-à-dire qui payent une amende s'ils n'ont pas assez de logements sociaux. Donc ça fait partie des priorités pour nous d'intervenir sur ces communes-là pour pouvoir effectivement leur permettre de passer le cap des 20% de logements sociaux. Ensuite, il y a des communes qui se développent aussi, ça dépend de leur taille, évidemment, hein, du nombre d'habitants qu'elles ont. Sur les 31 communes, il y a des toutes petites communes, d'autres qui sont beaucoup plus développées. Donc le marché immobilier est divers, mais il se développe un peu partout. Alors, il y a Pau, il y a l'agglo, il y a le centre-ville de Pau, et puis il n'y a pas que le centre-ville de Pau. Vous intervenez notamment sur le quartier Saragosse, vous allez nous donner l'échelle de chiffres, c'est assez impressionnant. Est-ce que c'est finalement un secteur recherché? Parce qu'on sait qu'il y a une énorme réhabilitation urbaine dans ce quartier. Alors, la particularité du quartier Saragosse, qui pour moi est un quartier en centre-ville, il est à 200 mètres, qu'il n'est pas très loin. Il est à 200 mètres de la rue Carnot. Ouais. Bon, on ne peut pas dire que la rue Carnot, c'est quand même très loin du centre-ville, c'est quand même le démarrage. Donc, je ne vais pas à pied. C'est la particularité d'un quartier comme ça. Souvent, dans les villes d'une taille comme Pau, ces quartiers-là sont plutôt un peu à l'extérieur. On parle du quartier 12 des Bois qui a été rénové aussi, plutôt à 3-4 km. Donc, ce n'est pas la même chose que là. Le quartier Saragosse a déjà, de par son emplacement géographique, le fait qu'on peut effectivement trouver et faire venir des habitants plus facilement que quand c'est un quartier qui est plus loin. Après, c'est un quartier qui est en pleine transformation, vous l'avez dit. Il y a encore 5-6 ans de gros travaux qui nous attendent pour rénover, bien entendu, l'ensemble des logements qui sont en locatif. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a la collectivité aussi qui est là pour investir. C'est un quartier qui bénéficie maintenant du réseau de chaleur. C'est quand même pas rien, permettre à tous les locataires, effectivement, de pouvoir avoir, notamment dans les temps qui courent, une charge d'énergie qui soit très maîtrisée et très basse. Donc c'est plutôt bien. Et puis ensuite, il y a le réseau de transport qui a été rénové. Donc c'est un quartier qui donne lieu, au travers de l'Agence nationale de rénovation urbaine, au niveau national, d'investissement très conséquent. On est sur plus de 130 millions d'euros d'investissement sur ce quartier. Pour notre part à nous, bailleurs, effectivement, propriétaires des environ 1600 logements qui sont sur ce quartier, mais aussi sur des programmes d'accession à la propriété qui se développent avec le COL notamment et autres. Donc ça donne une impulsion aussi. L'idée, c'est de faire venir aussi des habitants dans ce quartier qui n'auraient pas idée d'y venir. Et donc, on a aussi en construction le pôle ARR, qui est vraiment le pôle de centralité qui est pour nous très important, avec lequel on travaille avec le Crédit Agricole notamment. Là, c'était un projet de 11 000 m², 21 millions d'euros, qui va vraiment structurer le quartier, qui va faire venir aussi des gens d'extérieur pour venir y travailler. Donc, on traite de l'habitat, mais aussi on traite de l'attractivité économique. Sur ce genre de quartier, c'est primordial. On va se placer du point de vue de l'acheteur maintenant. 70% des transactions dans l'Hexagone sont faites par des agences. Qu'est-ce que vous pouvez apporter justement comme expertise dans un contexte où effectivement il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, donc on pourrait penser qu'on peut se débrouiller tout seul. Qu'est-ce que vous apportez comme expertise, tout simplement? Alors, avant toute chose, notre premier client, c'est le vendeur, c'est le propriétaire du bien, et c'est lui qui va nous confier, in fine, son bien à la vente, au travers du mandat. Aujourd'hui, effectivement, vous l'avez dit, 70% des ventes immobilières en France sont réalisées par les agences, donc c'est une majorité qui, pour le coup, est incontestable. Pourquoi? En fait, ça s'explique par plusieurs points, notamment déjà la connaissance du prix et du marché en temps réel, parce qu'aujourd'hui, une agence immobilière, elle est confrontée à la vente immobilière
au quotidien, tous les jours, toutes les semaines, alors qu'un particulier qui souhaite mettre en vente va faire en moyenne ça une fois tous les 6, 7, 8 ans. Donc la connaissance du marché peut être un petit peu plus difficile à appréhender, malgré les outils qu'on peut avoir à notre disposition. Ça, c'est le premier point. Donc ça va être vraiment l'estimation pour aider le client, le propriétaire, à mettre son bien au juste prix et éviter soit de perdre du temps en estimant un prix trop élevé, soit de perdre de l'argent en partant sur un prix trop bas. Ensuite, on va avoir tous les outils de commercialisation qui vont permettre à un propriétaire de voir son bien diffusé de la bonne façon. J'entends avec plusieurs sites internet différents et des sites qui vont être dédiés à une bonne qualité de recherche pour l'acquéreur, avec aujourd'hui des outils de cartographie 3D, de géolocalisation des biens, de recherche par vie de quartier, etc. On a aussi accès à des outils comme la visite virtuelle, les photos en haute définition qui permettent de valoriser cette annonce. Et en amont de tout ça, les conseils qu'on peut donner aux clients vendeur pour valoriser son bien et l'aider à optimiser son délai de vente et à limiter la négociation potentielle qu'il pourrait y avoir sur son bien. Alors, Florence Burdin, c'est un peu la même question. Vous dites dans le supplément, Monsieur Schmitt, que finalement, on constate un retour vers les agences immobilières. On aurait cru qu'avec la dématérialisation Internet, du particulier en particulier, allait balayer ce phénomène. Est-ce que vous constatez, vous aussi, finalement, ce retour vers les agences, vers les professionnels, en fait? Oui, moi je partage ce que dit M. Schmitt. C'est vrai qu'aujourd'hui, avant tout et surtout, une agence immobilière, elle a une expertise. Et je pense que pour compléter, parce que je vais pas revenir sur ce que vient de dire Eric, mais il ne faut pas oublier non plus qu'on fait face aussi à des enjeux très forts de rénovation énergétique des logements privés. Et donc aujourd'hui, on commence, on en parlait tout à l'heure avec un participant, à voir arriver des vendeurs qui se questionnent très fortement sur est-ce que mon bien immobilier d'aujourd'hui, il est en risque par rapport à la loi climat, par rapport aux investissements nécessaires sur la partie rénovation énergétique. Et donc les agences immobilières en particulier, ce sont aussi des organes de conseil sur ces sujets-là, pour maximiser le prix de vente, pour faire finalement les travaux nécessaires en amont de la mise sur le marché. Et je pense que ces enjeux-là sont vraiment devant nous et on a une responsabilité collective très forte parce que je pense qu'on sera confronté sous quelques mois, parce que je pense qu'on parle en mois, de beaucoup de bailleurs qui vont être en très grande difficulté, soit pour revendre leurs biens, avec des décotes qui peuvent aller jusqu'à 25%, soit effectivement des acquéreurs qui du coup vont se reporter sur d'autres schémas. On parle du foncier qui est très rare, mais finalement en termes de vision long terme, une agence, elle peut aussi conseiller, je sais que ça ne fait pas l'affaire de l'ancien et de la transaction, mais de travailler sur de la construction neuve, même si les prix des matériaux sont aussi en inflation, parce que dans une vision long terme de rentabilité, ces produits-là, avec une construction neuve éligible à la RE 2020, et on y est très sensible chez Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, auront une valeur très significativement plus élevée que les produits actuels. Et donc définitivement, au-delà de ce que dit Eric, je pense que les agences ont un territoire de légitimité pour accompagner la prise de conscience citoyenne et collective sur les sujets de transition énergétique. Oui, et toute la légitimité de cette conférence, c'est des gens qui viennent nous prévenir aussi de ça. C'est dans le supplément également, on le dit, mais c'est vrai qu'à mon avis, ça va être une énorme tendance de fond qui va bouleverser le marché de l'immobilier. Je crois qu'on est à 2 doigts de conclure, à une question de conclure. Oui, tout simplement. Donc on a parlé de l'attractivité de Pau et de l'agglo. Est-ce que c'est une tendance qui, selon vous, on a parlé aussi des incertitudes liées au contexte macroéconomique, la guerre en Ukraine, le prix des matériaux. Est-ce que, selon vous, cette tendance, elle est sur le point de s'atténuer ou se poursuivre, tout simplement, Eric Schmitt? En tout cas, à l'instant T, au moment où on parle, il n'y a rien qui peut nous faire penser que ça va s'arrêter. Puisqu'on le voit quand au travers de notre mobilité quotidienne, il y a des travaux, des aménagements qui sont faits en permanence sur le secteur ou l'agglomération, qui ont plutôt tendance à être des travaux positifs, le réseau de chaleur urbaine, les transports en commun qui sont améliorés, etc. Je ne vois pas à l'instant T, vu le nombre d'acquéreurs qu'il y a sur le marché, etc., l'activité se tasser. Florence Burdin? Je partage ce que dit Eric. Pour l'instant, on n'a pas de signaux, même si le premier trimestre est un tout petit peu plus calme. D'accord ? Donc, en général, c'est des signaux faibles.
Moi, ce qui me fait dire qu'il faut qu'on reste vigilant, c'est ce que je vous ai expliqué sur les taux, hein, parce que forcément, si les taux montent, on aura des projets qui seront plus finançables, en fait, sans refondre structurellement peut-être le niveau d'apport, des solutions de BRS, etc. Donc, il faut qu'on sache raison garder sur cette tendance qui, pour l'instant, reste positive, et sur ces sujets de taux qui dépassent un peu notre propre levier d'action, on aura, je pense, beaucoup plus de visibilité à l'été. Olivier Subra. Je vois deux aspects principaux. Quand même une alerte, parce que nous, on est confronté quand même à un tissu économique, notamment basé sur les entreprises du bâtiment, et qui tire quand même la sonnette d'alarme depuis plusieurs mois en disant on ne maîtrise plus le coût des matériaux, on ne maîtrise plus les délais d'approvisionnement. Donc, quelque part, ça va avoir une incidence sur le rallongement des délais de construction ou sur le ralentissement des dépôts de permis de construire. Enfin, ce n'est pas anodin ce qu'on vit actuellement au niveau économique dans le secteur du bâtiment. Donc, je pense qu'il va y avoir de toute manière un ralentissement. Après, on a parlé tout à l'heure de l'inflation. Quand on investit en immobilier, une inflation élevée et des taux d'intérêt bas, c'est toujours positif. Donc là, c'est le cas. On est sur un 20-30 sur 20-25 ans et on a une inflation à 4,5. Donc c'est investir actuellement sur l'immobilier, c'est toujours très, très porteur. Alors les taux vont remonter, mais il ne faut pas oublier que les taux d'intérêt, ils étaient à 4% il y a 10 ans. Hein, si on est à 1,30, 1,40, oui, ils augmentent effectivement, mais il faut savoir d'où on vient aussi. Et donc il y a encore du chemin. Donc il y a quand même cette double réflexion qui est de dire attention quand même au coût de l'immobilier, parce que quand nous, les entreprises nous disent du coup on a des surcoûts de matériaux, on ne peut pas le répercuter sur les accédants derrière, sinon c'est pas tenable et ils ne peuvent plus acheter les biens. Donc il y aura forcément des chantiers qui vont se ralentir, évidemment. Après, ceux qui peuvent investir, je pense que c'est encore le bon moment parce qu'on a quand même des prix attractifs. Et je vous dis, avec une inflation qui est importante, ça vaut le coup d'investir pour l'instant encore. Nelly Garrigou, vous nous disiez que vous n'aviez pas eu de grand peine à livrer enfin, en tout cas, pour que les commandes viennent sur vos projets en cours. Vous n'allez pas ralentir vos projets. Pour vous, c'est toujours sur la même voie. C'est des projets qui étaient menés terme, depuis quelques temps. Effectivement, aujourd'hui, il va falloir être très vigilant. Aujourd'hui, que ce soit les maîtres d'œuvre ou les entreprises, ils ont beaucoup de mal à chiffrer des travaux, donc il faut rester vigilant, il faut toujours être présent et continuer et trouver des solutions et être innovant. Malgré tout, voilà, il faut être prudent sur l'avenir. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette première table ronde. Merci à tous les deux de l'avoir animée. C'est la première d'une trilogie. Alors, on a parlé de Pau, essentiellement de l'agglomération aujourd'hui, vendredi. Vous allez voir, lundi, on va élargir la sphère et la discussion au Béarn tout entier en se demandant si l'attractivité du Béarn est également au rendez-vous et avec quel levier cette attractivité pourrait-elle, ma foi, se développer dans les années à venir. Nous serons accompagnés en particulier par Sylvie Mendribil, notaire à Pau, vice-président de la Chambre interdépartementale des notaires du 64-65 et du 40, avec lesquels nous avons collaboré. Vous avez collaboré pour recueillir des chiffres clés dont nous parlerons lundi et qui sont particulièrement intéressants. D'ici là, je vous renvoie évidemment à la version papier que vous retrouvez également en mode article sur les sites de La République et du Journal Sud-Ouest. Nicolas, dernier mot ? Non, dernier mot, il y aura effectivement, au-delà du 12 pages qui est paru ce jeudi 6, des comptes rendus systématiques avec diffusion vidéo des conférences. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Très bon week-end et rendez-vous donc lundi.